J'ai pas réussi à dormir la nuit dernière. Non pas parce que j'ai gamé toute la nuit, hein. Bon, peut-être un petit peu. J'étais juste trop excitée de filmer ce nouveau format et d'accueillir mon premier invité sur ma chaîne, qui du coup fait aussi office de cobaye. Je te présente Max, expert en branding et marketing. Ensemble, on va décrypter le secret des marques, faire des quiz et bien évidemment parler branding. Au moment d'enregistrer cet épisode, je savais que j'allais être au fin fond de la campagne japonaise, alors que Max, lui, est à Bordeaux. Bref, on n'est pas vraiment voisins, quoi. Donc pour ce nouveau format, je savais pas trop quel outil utiliser pour être sûr d'avoir une bonne qualité visuelle, histoire que la vidéo soit quand même regardable. Après quelques recherches, je suis tombée sur Riverside. C'est un outil que j'ai déjà eu l'occasion de tester en tant qu'invité de podcast, et là ça va faire quelques semaines que je redécouvre cette app, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. En plus d'enregistrer tes podcasts, tes calls avec ton chat, hein? Bref. Ou tes webinars en 4K, Riverside a aussi un éditeur vidéo qui te fait gagner un temps fou. Surtout si tu veux convertir tes vidéos YouTube en format vertical, ajouter des sous-titres ou couper des silences gênants. Bref, je suis assez fan, donc j'étais super contente quand ils m'ont proposé de sponsoriser cette vidéo. C'est le karma, je vous dis. Mais je vais te faire une démo un peu plus tard, parce que j'ai aussi un petit cadeau pour toi. Hello Max et bienvenue dans l'Instant Marketing et merci d'être le premier cobaye à essayer ce nouveau format d'interview. Donc merci à toi de me faire confiance. Et surtout merci à toi de m'inviter pour être le tout premier. Parce que finalement, pour toi je suis un cobaye, mais pour moi c'est un honneur d'être là aussi et de tester ça avec toi, quoi. Donc j'ai vu sur ta bio Instagram, tu dis que tu es le mec qui parle des marques et qui fait renaître la nôtre. J'adore. Ouais. Yes, le copywriting qui marche bien. Yes. Non, ouais, je suis le mec qui parle des marques parce que j'adore parler des marques, parce que j'en parle depuis 2 ans sur ma page, et celui qui fait renaître parce qu'on va dire que ce soit en termes de stratégie, en termes de design ou en termes de marketing, sur tous les strates de la marque, j'interviens là-dessus auprès de marques et auprès d'entrepreneurs qui veulent faire renaître la leur, quoi. Donc soit créer, soit recréer. On va commencer tout de suite avec l'instant random. Ok, donc l'instant random, j'explique un petit peu le concept, c'est, je vais te poser plein de questions, un peu comme sur Combini, tu vois, genre Fast and Curious. J'ai un peu tiqué le concept, mais en gros, je vais te poser plein de petites questions, et il va falloir que tu répondes le plus vite possible. Ok, ça marche, ça va être dur, ça c'est l'exercice où ouais, je suis prêt, mais alors je vais être nul, mais tranquille, allez. T'inquiète, ça va pas être trop dur, normalement. Le logo de ta marque préférée, enfin, plutôt ton logo préféré, ça commence bien. Oh putain. Oh, j'en ai pas, putain, j'en ai pas. Logo de marque préférée. Oh, j'en ai pas. Non, franchement, j'en ai pas. Ok. J'en ai pas. Ta série du moment. Je ne rate pas de série. Je rate des documentaires, donc voilà, les documentaires animaliers notamment, sur des ranchs au Texas. Ouais. Bref, c'est ma passion secrète. Ok, intéressant. La pire erreur de branding qui te vient en tête. Je pensais que la marque, c'est qu'un logo. En 2024, faut que les gens arrêtent de voir les choses en noir ou en blanc. Ta pub préférée. Je n'aime pas les pubs, donc je n'en ai pas. Si ce n'est les pubs de Liquid Death qui sont rigolotes. Ta marque préférée. Je vais dire Liquid Death, même si c'est pas vraiment ma marque préférée, mais c'est un best case de branding pour moi. Marketing ou branding? Branding pour commencer, marketing pour faire vivre. Je pensais que ça allait être une question un peu plus tricky pour toi, mais... non, les deux sont indispensables, les deux se nourrissent entre eux. Et maintenant, on va passer à l'instant brand. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu plus ce que c'est le branding et à quoi ça sert, comment bien l'utiliser. Alors pour moi, le branding, je vais reprendre mon gourou Martin Meyer, qui est un peu le papa du branding moderne, comme j'aime l'appeler, qui dit tout simplement qu'une marque, en fait, et du coup par conséquent le branding, c'est la perception que les gens ont de votre marque, justement. Et du coup, le branding, pour moi, c'est comme un verbe. Vous pouvez remplacer branding par le verbe faire, ou entretenir. Et en fait, faire du branding, c'est entretenir, faire évoluer votre marque. Et du coup, par conséquent, c'est faire évoluer la perception que les gens, justement, ont de votre marque. Donc c'est tout ce travail-là, c'est faire évoluer la perception. Je pense que c'est la meilleure définition que j'ai entendue du branding. C'est toujours un peu difficile de définir un petit peu ce que c'est. Et en général, les gens pensent que c'est juste le logo et les couleurs. Enfin, en fait, ils confondent souvent avec l'identité visuelle, tu vois. C'est souvent ce qui se passe, c'est que cette erreur-là, en fait, enfin, en soi, quand on est consommateur, c'est pas spécialement grave, parce que l'identité visuelle, c'est l'apparence, et l'apparence, c'est souvent ce sur quoi on s'arrête, que ce soit dans nos relations sociales
ou peu importe ce qu'on voit, c'est notre premier réflexe. On voit quelque chose et on va émettre un jugement vis-à-vis de cette chose-là. Du coup, l'identité visuelle joue un rôle clé dans une marque et c'est un repère, le repère principal pour les consommateurs. Maintenant, là où c'est plus dangereux, c'est quand, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, on fait cette erreur-là parce qu'on parle quand même de notre business, sauf que le branding, c'est un peu la santé physique et mentale de notre marque. Ce qui fait que forcément, si on fait l'erreur de penser que y a juste l'apparence qui compte, on se tire un petit peu une balle dans le pied. Donc non, le branding, c'est avant tout une question de psychologie. C'est pas une question de manipulation, c'est une question de perception. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'on présente et de la manière dont on présente les choses, forcément, les gens ils vont réagir de plus ou moins bien en fonction de comment on leur parle, qu'est-ce qu'on dit, de quelle manière, à qui on s'adresse. Toutes ces choses-là rentrent en compte et jouent sur cette perception-là. Pour toi, le branding, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, qu'on soit une marque ou même un entrepreneur. Alors pourquoi c'est important? Parce que vous soyez une marque personnelle, donc vous fassiez comme moi ou Naomi, il y a ce truc-là de, ou que vous soyez même une marque corporate comme Liquid Death ou peu importe, déjà en fait vous avez deux choix, soit vous êtes une marque, soit vous êtes une commodité. C'est-à-dire que soit vous êtes le choix préférentiel, soit vous êtes le choix par défaut. Et si vous êtes le choix par défaut, généralement, à moins d'être moins cher que les autres, vous n'allez pas vous démarquer tant que ça. Donc en fait, c'est une histoire de se démarquer. Et c'est ça le branding, c'est que ça vous aide à vous démarquer en justement façonnant la perception que les gens ont de vous. Donc forcément, si vous vous vendez comme une marque de luxe, eh bien, vous n'allez pas envoyer les mêmes signaux que si vous vendez comme H&M par exemple. Et du coup, forcément, à partir de là, c'est une question de position. Et c'est indispensable en tant qu'entrepreneur d'avoir une marque aussi parce que, par exemple, regardez, vous êtes employé quelque part. Pas besoin d'avoir fait, d'être un entrepreneur, un serial entrepreneur, d'avoir 46 entreprises, d'avoir un capital de demi-milliard. Non. Si vous êtes un simple employé qui cherche à se faire recruter dans X boîte, forcément, vous allez devoir envoyer une certaine image. Et cette image-là, ça va être vos compétences. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est argument fonctionnel. Donc tout ce que vous êtes capable de faire par rapport à ce qu'on vous demande de faire. Et aussi votre attitude. Et c'est généralement là où ça pose problème. C'est que généralement, on renvoie pas une attitude ou quelque chose qui nous fait nous différencier. Par exemple, moi, quand j'étais en études, pour les stages, heureusement que j'avais ma page. Parce que je me retrouvais à côté de 100, 500, 1000 élèves, rien que dans mon école, dans ma ville, qui faisaient exactement la même chose que moi. Sauf que eux, ils ont pas de page Instagram. Sauf que eux, au-delà d'aller en cours, ils faisaient pas plus. Ce qui fait que moi, j'avais cet argument différentiel, j'avais ma marque que je sculptais au travers de cette page Instagram qui du coup sculptait aussi une perception que les gens avaient de moi, ce qui fait que j'ai jamais eu de problème à faire recruter. Mais juste parce que j'avais ma page Insta. Donc, quand on soit entrepreneur, qu'on soit n'importe qui, en fait, on a une marque. Par défaut, on a une marque. Dans le sens où, par défaut, les gens ont une perception de nous. Votre entourage vous voit d'une certaine manière. Les gens vous trouvent plus ou moins beau. Les gens vous trouvent plus ou moins intéressant. Et tout ça, c'est façonné au travers de biais psychologiques, comme l'effet de halo, qui est tout simplement la manière dont les gens vous voient au premier clin d'œil. Si vous paraissez beau d'apparence, les gens vont vous prêter des compétences que vous avez ou vous n'avez pas. Par exemple, vous pouvez être le mec le plus con au monde, si vous êtes beau, mais les gens vont penser que vous êtes intelligent. Ça, c'est un biais cognitif, c'est naturel. Et du coup, avoir une marque, c'est être conscient de tout ça. C'est être conscient que c'est avant tout une question de psychologie. Et donc, et qu'on est tous une marque. Alors forcément, ça fait un peu... on s'objectifie, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que on n'est pas des objets, mais on est des êtres humains. Et on traite les êtres humains comme des objets, parce que notre attention est tellement accaparée par tout et n'importe quoi, que forcément on n'a pas le temps d'analyser les gens en profondeur. Donc on va s'arrêter à des choses superflues. Et il y a rien de mal avec ça, c'est la nature humaine, c'est normal, c'est une manière pour notre cerveau de trier l'information. Justement, je vais mettre ça en parallèle avec les créateurs de contenu aussi. Par exemple, les créateurs de contenu UGC, tout ça. Et c'est vrai que ça fait un petit moment déjà que je fais des vidéos UGC ou que je travaille avec des marques. Donc, je vois un peu aussi le behind the scene, enfin les dessous de tout ça. Et c'est vrai que la plupart des portfolios se ressemblent, la plupart des créateurs font les mêmes choses. Il y a toujours le unboxing, il y a toujours je montre le produit à la caméra comme ça. Et c'est vrai que les créateurs de contenu, souvent, enfin peut-être plus ceux qui débutent, ils ne travaillent pas assez sur ce qui peut les différencier, et donc sur, en l'occurrence, leur branding. Tout à fait.
Et surtout qu'en plus de Et ça, ouais, tu parles du GC, excuse-moi, mais j'en profite pour rebondir là-dessus, tu parles du GC. En plus de ça, aujourd'hui, il y a une vraie tendance autour du ouais. GC qui en fait n'en est pas, qui est en fait de l'influence camouflée, où les marques en fait engagent des personnes pour faire la promotion du produit en disant que c'est de l'UGC pour que ça paraisse moins pushy, pour que ça paraisse moins... Hmm, Et regardez, on fait appel à un gros influenceur qui fait 20 stories par jour pour vendre 20 marques différentes. Il y a quelque chose de beaucoup moins naturel et les gens sont de moins en moins enclins à être sensibles à ces discours-là d'influenceurs. Du coup, qu'est-ce que font les marques? Ben, à coût moindre et de manière un peu plus authentique, même si aujourd'hui, du coup, il y a une vraie tendance qui fait que ça l'est de moins en moins, ben, ils vont parler à des petits influenceurs et leur dire ouais, vous voulez bien promouvoir notre produit, mais faire genre que on vous a rien envoyé, que c'est juste hmm, spontané. Comme ça, au moins, ils n'ont pas besoin de marquer communication ouais. rémunérée, alors que ça l'est. Donc en plus de ça, il y a un litige légal parce qu'il faut toujours le mettre. Mais le truc, c'est qu'on se retrouve du coup avec des gens qui ne font pas de l'UGC. L'UGC, c'est de l'User Generated Content. Et en fait, c'est quand les gens spontanément vont faire la promotion d'un produit. C'est-à-dire que, oh regardez, j'ai reçu ce super produit-là, il m'a vachement aidé, c'est vachement cool. Et la marque, Hmm, peut-être, c'est pas dit, peut-être va le repartager. Mais en tous les cas, ouais. c'est pas dit. Enfin, Sauf à la qu'aujourd'hui, base, ouais. ouais, à la base, c'est À la ça base, l'UGC. effectivement, c'était ça à la base. Ouais, sauf Mais maintenant, qu'aujourd'hui, ouais, c'est plus du tout. on se retrouve avec Ouais. des usines de créateurs, comme tu le dis, et sauf que, mais forcément, comme pour l'influence, pour le marketing d'influence, parce que c'est ce que c'est, le marketing d'influence avec les gros influenceurs, ben on se retrouve avec les mêmes éléments de langage, les mêmes attitudes, les mêmes façons de faire, et du coup, on se retrouve avec zéro différence. Et Ouais. c'est là où ben, enfin, vous pouvez tirer votre épingle du jeu si vous faites de l'UGC ou vous faites de l'influence. C'est que vous avez un marché qui marche très bien, justement. Maintenant, comment vous êtes capable de vous différencier Hmm. là-dessus et de profiter justement de ce marché-là qui n'attend qu'à être exploré. Je veux dire, les marques vont aller de moins en moins vers l'influence, ça fait des années qu'on en parle d'ailleurs, et vont de plus en plus se tourner Hmm. vers tout ce qui est avis client et autres, parce que déjà ça coûte beaucoup moins cher, et parce que les gens trouvent ça bien plus pertinent que des influenceurs qui sont totalement hors sol, qui vivent à Bali et qui n'ont rien en commun avec leur audience. Mon Dieu, je vis en Thaïlande. Ouais, Non, tu les vis au trois quarts du Japon. temps, je suis en Thaïlande, donc Non, tu vis au Japon et tu vis dans une non. campagne. C'est pas, tu es aux antipodes des clichés. Attention, Non, je faut suis le dire. à moitié en Thaïlande, à moitié au Japon. Donc je suis à moitié dans Chut, le cliché de. on oublie la Thaïlande, c'est faux, c'est faux. Ok, ok. Je Tu suis peux juste au mentir à Japon. l'audience, hein. Y a pas de problème. C'est ça aussi le branding, c'est mentir. Non, c'est pas Je mentir. peux couper Le ça au branding, montage. non, le branding, soyez toujours honnête. On ne ment jamais. Laissez le mensonge au marketing. C'est le mec Ouais. qui instigue des fake news. Tu vas créer une guerre. C'est ça. Alors, du coup, justement, quelle est la différence entre le branding et le marketing? Qu'on connaît pas, on se dit qu'en fait le branding c'est le marketing et qu'en fait il y a pas de branding, c'est un marketing, c'est une chose opaque qui inclut tout ce qu'on peut penser être du marketing, peu importe ce que vous pensez ce que c'est. Alors le branding, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, comme je dis, la perception. Et cette perception là, ben en fait elle est intangible et elle est universelle et elle est perpétuelle. Donc moi généralement je sépare de différentes manières, c'est-à-dire que quand vous créez votre marque, votre stratégie de marque, donc ça va être vos fondations, vos cibles, ça va être votre positionnement, ça va être tout ça, mais aussi votre identité visuelle, votre univers graphique. En fait, tout l'univers de marque que vous construisez, ça c'est votre branding au sens de c'est la perception que vous voulez renvoyer. C'est votre positionnement voulu. Maintenant, le marketing, c'est une fois que tout ça s'est créé, bah, il faut le lancer, il faut lancer votre marque, il faut communiquer. La différence, c'est qu'une stratégie, c'est là où vous allez. Donc, vous voyez un drapeau, une ligne d'arrivée. Et le marketing, c'est les pas que vous faites chaque jour pour arriver à cette ligne-là. Par exemple, le marketing, il sert à vendre, là où le branding sert à fidéliser. Avec du marketing, vous allez pouvoir attirer l'attention en faisant par exemple de la publicité. Vous allez peut-être vendre en faisant une page web et sur laquelle vous allez mettre un produit, donc tout ça des marketing, donc où vous le vendez et qu'est-ce que vous vendez. Et du coup, la publicité, c'est comment vous le vendez. Et du coup, à quel prix aussi. Et de l'autre côté, la fidélisation, mais ça va être tout ce que vous faites au quotidien, comme par exemple entretenir une page Instagram en postant du contenu qui est en raccord avec votre identité visuelle. Ça va mettre un peu de charbon, ce qui fait que ça va faire tenir le feu.
de votre marque. Et en fait, Mais ouais, alors, je dirais quand même, désolée, je ouais. rebondis, Non, mais bien sûr, bien sûr, je bien sûr. dirais quand même que le branding, ça peut vendre aussi. Enfin, ça sert à vendre aussi, je dirais. Ah, bien sûr, Parce que bien sûr. enfin, le nombre de fois où je suis tombée sur, je sais pas, je vais dans un magasin et je tombe sur un produit, genre des produits de beauté, je vois le Ah, packaging et c'est ça qui attire mon attention en premier. C'est ça qui fait que je vais aller voir le produit et probablement je vais l'acheter juste parce que c'est joli, tu vois. Probablement. je vois, je vois. Alors, Et ça en soi, après, ouais. effectivement, je te rejoins dans l'idée que après tu vas checker la page Insta, tu vas checker les réseaux. Et si effectivement, tu vois, il y a des choses intéressantes, que c'est Mhm. cohérent avec les valeurs de la marque, que il y a le branding qui est là aussi, enfin la personnalité de la marque aussi, effectivement, ça fidélise. Mais je pense que parfois le packaging, effectivement l'image, donc le Mhm. branding que renvoie une Mhm. marque, je pense que ça attire aussi l'attention et ça joue beaucoup aussi dans la décision d'achat aussi, je Alors, pense. le packaging, en fait, quand on fait du coup les 4 P du marketing, on met le packaging Mm, dedans. C'est-à-dire que le packaging a été créé dans la partie identité mm, visuelle, donc en amont, bien sûr, mais elle a été réfléchie dans une logique de quel produit on vend, de quelle manière on le vend, donc c'est-à-dire que donc, de quel packaging, avec quelle ouais, fonctionnalité pour répondre à quel besoin. Donc ça, c'est plutôt des questions de marketing. Le marketing est quelque chose de beaucoup plus tangible et de beaucoup plus logique que le branding qui est beaucoup plus holistique et intangible, perceptuel. Quand c'est bien fait, un branding, par exemple, je prends Apple, je prends souvent l'exemple d'Apple, forcément, en même temps, c'est la marque qui a le plus grand capital de marque, donc qui a le meilleur branding. Capital de marque, c'est en fait la valeur sociale d'une marque. Donc, par exemple, si tu prends euh, un téléphone générique, un smartphone générique, et que tu mets Apple à côté, tu compares le prix des deux, plus l'écart de prix est énorme, plus en fait la valeur sociale, donc le capital de marque de la marque qui n'est pas générique, est élevée. C'est pour ça que Apple est plus cher que les téléphones Google. Les téléphones Google, ils sont sur le marché que depuis très peu. Ils peuvent pas se permettre de mm, mettre des prix exorbitants. Parce qu'en plus de ça, dans la perception qu'ont les gens de Google, on ne voit pas Google comme une marque de téléphone. On voit Google ouais, comme le moteur de recherche sur lequel on va depuis toujours. ouais, Alors que Apple, ils ont ouais, révolutionné les smartphones. Ils sont arrivés en premier et ils ont mm, toujours su rester premiers dans la perception que les gens ont d'eux. Ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de mettre tous les prix qu'ils veulent. C'est eux qui mm, gèrent les prix. Parce que justement, ils ont une perception qui est si bien qu'ils font ce qu'ils veulent en termes de marketing derrière. Et ouais, 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 c'est ça qui est vachement intéressant et qui est un peu la différence entre le marketing et le branding. C'est-à-dire que le marketing, par exemple, ben, on a Google qui fait des pubs à balles pour ses portables depuis 2 ans maintenant, pour justement dire eh oh, coucou, on est là. Regardez, on est une nouvelle marque. On est implanté dans le marché des smartphones. Va falloir vous y faire. Va falloir que vous nous appréciez. Comme ça, on va pouvoir augmenter nos prix plus tard. Parce que du coup, notre valeur perçue, elle aura augmenté. Coucou, on est là. Là où Apple, ils sont implantés depuis toujours. Même si on peut les critiquer pour X ou pour Y, les mecs sont toujours là. Dès qu'ils sortent un portable tous les ans, il y a des gens qui répondent. Et ils ont une communauté ouais, qui est toujours là, une communauté fidèle. Et cette fidélité-là, elle vient pas du marketing, elle vient bel et bien du branding, elle vient bel et bien de la perception qu'ont les gens. Peut-être que le marketing entretient cette perception-là. Forcément, une pub par-ci, un ouais. entretien par-là, un produit sympa ici, machin truc. Mais la réalité, c'est que les gens kiffent Apple par rapport à tout l'historique, par rapport à la culture, par rapport au lifestyle qui est mis en avant. Et justement, toutes ces choses-là, ben Apple, ils en sont conscients. Et ils travaillent consciemment ces choses-là pour justement toujours avoir un branding au top. Tout ce que tu as cité là Ah de ah. Apple, leur historique, leurs produits, tout ça, est-ce que ça pourrait faire partie du storytelling? Alors, le storytelling est une autre manière d'entretenir le branding. Le storytelling, c'est tout simplement la manière dont vous racontez votre marque. Vous racontez votre culture, vous mettez en avant votre personnalité, vous le faites avec certains messages, vous le dites avec un certain ton de voix, vous employez certains mots, pas d'autres. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'on définit dans la stratégie et dans l'expression de marque, ce que j'appelle, ce sont les messages, le ton de voix, l'identité verbale de la marque, mais aussi l'identité visuelle, parce que forcément une histoire aussi, ça se regarde. Mm, Et donc forcément, tout ce, et aussi vos fondations. Pourquoi vous existez, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif,
qu'est-ce que vous faites au quotidien. Tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans n'importe quel bouquin, au travers de n'importe quel personnage. Chaque personnage a un objectif, chaque personnage a une raison d'être, chaque personnage a des systèmes, a des choses qu'il fait au quotidien. Et bien une marque, en fait, c'est ça. Une marque, avant tout, c'est un peu l'image miroir d'un humain. Si une marque, elle est en, on va dire, en distance humainement parlant, les gens vont pas trouver ça pertinent. Et tu auras beau raconter toutes les histoires que tu veux avec le meilleur storytelling de la manière la plus léchée, les gens vont trouver qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Il y a quelque chose qui sonne faux. Et Apple en exemple, ben, je vais prendre le meilleur exemple, Steve Jobs. Ouais, c'est tout. Steve Jobs, c'est tout. Et c'est là où c'est très fort parce que, en fait, Apple, dès le départ, avant que le personal branding ne soit même connu et identifié et défini comme tel, ben, il a été l'un des seuls CEO à son époque à se mettre en avant au même titre que sa marque. Et donc, au travers de son personal branding, il entretenait le branding de Apple et le branding de Apple entretenait son branding à lui. Ce qui fait que c'était une roue vertueuse, en fait. Il se retrouvait en fait à raconter son histoire et l'histoire d'Apple, ce qui fait que derrière ça crée un imaginaire autour des deux marques, autour du personnage et de sa marque, qui donne envie de s'intéresser à la marque. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une des raisons pour laquelle Apple aujourd'hui a autant de fans. Steve Jobs en fait largement partie. Une marque, c'est aussi une personne. Si tu es comme moi et que tu adores filmer du contenu, mais que le montage, c'est quelque chose qui te prend la tête et surtout du temps, tu vas adorer cette nouvelle fonctionnalité sur Riverside. Leur éditeur vidéo te simplifie la vie. Je viens de finir d'enregistrer l'interview, l'éditeur a automatiquement retranscrit l'audio par écrit. J'ai juste à chercher des passages que je veux enlever ou modifier en tapant un mot-clé dans la barre de recherche. Et voilà, Riverside m'amène pile à cet endroit. Et si je veux supprimer ce passage, j'ai juste à effacer cette phrase. Et voilà, le tour est joué. Le passage et les sous-titres ont été supprimés. Et t'inquiète pas, tu peux toujours garder une trace des parties supprimées en cochant Show Deleted Text. Mais c'est pas tout, tu peux facilement uploader des parties de ta vidéo YouTube sur TikTok, sur YouTube Shorts ou Insta en 2 clics. Je te jure. 1, 2. Et les sous-titres se sont adaptés automatiquement. Tu peux aussi choisir différents designs en fonction de tes préférences, changer la couleur de l'arrière-plan, ajouter un logo, bref, tu peux t'amuser autant que tu veux. D'ailleurs, tu peux faire tout ça avec une vidéo que tu as filmée en dehors de Riverside. T'as juste à l'uploader. Non mais clairement, on est sur un outil de dingue. Bref, Riverside a clairement compris comment faire gagner du temps aux créateurs de contenu. En plus, il y a plein d'autres fonctionnalités comme le téléprompteur, si jamais tu as du mal à retenir tes scripts. Tu peux faire des lives, tu peux faire des keynotes. Bref, je t'invite vraiment à aller voir, à tester tout ça. Alors Riverside propose un plan gratuit, mais ils ont aussi un plan standard à environ 13 € par mois ou un compte pro à environ 22 € par mois. Mais quand je te disais que j'avais un petit cadeau pour toi, eh bien tu as 15% de réduction avec le code l'Instant Marketing. Et ça marche sur n'importe quel plan, sauf le plan business. Bref, je t'ai mis le lien d'inscription et toutes les infos nécessaires dans la description en bas. Maintenant, on va aller tester Max avec un petit quiz. Maintenant, on va passer à l'instant quiz. Ok. Du coup, je vais l'objectif, donc ça va être en 3 niveaux. Je vais te donner des slogans et il va falloir que tu les devines. Oh bordel. Et d'ailleurs, vous aussi derrière l'écran, si vous voulez deviner les slogans, à quelle marque elles appartiennent, à vous de jouer. Donc on va commencer par le niveau facile. Vous allez être meilleur que moi, les gens. Hein. Vous allez être meilleur que moi, je vous le dis direct. Hein. Je suis le mec qui parle des marques, mais je suis la plus grosse imposture. Hein. Je suis nul à ce jeu. Vas-y, tente. Oh là là. Et voilà, tu sais te vendre. C'est ça. N'hésitez pas à me dire votre score aussi dans les commentaires. Vas-y. Je serais curieuse de savoir. Mais le niveau facile, ça devrait aller. Franchement, c'est limite, je te donne les réponses, tu vois. Ah oui, d'accord. Alors, ok, bah, merci. On commence avec le premier. Ok. Just do it. Nike, ça jusqu'à là, ça va. Ça fait partie du storytelling de la marque d'ailleurs, mais bon. On en reparlera plus tard, je pense. Parce que je le vaux bien. Merde, je suis con, parce que je le vaux bien, je vais me tromper, je vais me tromper. Bah, quand même. Non, c'est pas. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas dans la cible. C'est L'Oréal. Voilà, c'est L'Oréal. C'est L'Oréal. Ouais. J'allais dire Nivea. Je suis de merde. Pardon, t'es excusé, tu fais pas partie de la cible. T'es excusé. Non, mais si, mais ils ont des produits hommes quand même, hein, je crois. L'Oréal, oui, ils ont une gamme homme. Ouais, ils ont des produits hommes. Ouais. Bon, mais dans la perception, encore une fois, dans la personne de la marque, c'est plus vu comme une marque féminine par rapport à toute la communication et le marketing qu'il y a autour, qui est vachement axé féminin. Oui, donc excuse-moi. Dernier slogan du niveau facile. Ok. Das Auto. Oh, je vais me tromper. Volkswagen, ouais. Merci. Ça va, tu te débrouilles pas mal. Là, c'est facile. Là, pour le coup, c'est facile, ça va. Ok, maintenant, on passe aux moyens. Ok.
Super. Il n'y en aura que 2 à deviner. Ok. Taste the feeling. Oh putain, je l'ai. Je l'ai, mais je l'ai pas. Franchement, Oh, je suis sûre que tu l'as. Mais je sais que je l'ai. Je sais que je l'ai, mais je l'ai pas eu sur. Ah, je déteste ça. C'est pour ça que je déteste ces jeux-là, parce que j'ai jamais les réponses. Ça m'énerve. Taste the feeling. Je suis sûre que tu l'as parce que en plus, je l'ai pris de ton profil Insta. Parce que t'as déjà parlé de cette marque. Attends, Taste the feeling. Mais attends, je suis trop con. Non, c'est pas Coca. Si, c'est Coca. Si, c'est Coca. Mais alors, Ouais. pour ma défense, Coca, ils ont. C'est pas leur signature de marque. C'est un de leurs 40 milliards de slogans. Ils sont chiants. Des fois, ils ont une signature de marque qui dure 5 ans. D'autres fois, ça dure 1 an. Et ils changent tout le temps et c'est chiant. On sait pas si c'est une signature de marque ou un slogan. Pour ceux qui savent pas, signature de marque, c'est tout simplement celle qui est censée rester à vie, ou du moins pendant un bon bout de temps, qui en fait centralise et encapsule votre identité verbale et votre identité de marque en une petite phrase. I'm loving it, taste the feeling, just do it. Donc tout ça, c'est des signatures de marque. Mais les slogans, c'est la même chose, mais pour une campagne marketing, pour une campagne produit. Quand vous regardez des pubs, généralement, vous allez plutôt avoir un slogan qu'une signature de marque. La signature de marque, vous allez la retrouver sous le logo, peut-être, sous différentes versions, ou alors sur le site web mis quelque part pour parler de la marque et des valeurs, etc. On passe au deuxième moyen. Ok. Donne ta langue au fun. Carambar? Non. Je l'ai pas du tout. Ah, j'ai jamais entendu. Fanta. Ah bon? Ah bon? Pourquoi donne ta langue? Je sais pas. Parce que quand tu bois, du coup... Je sais pas, ça pétille, c'est nul. C'est nul, tu vois. Mais là, justement, je suis en train de me dire, je capte pas trop. Je trouve ça nul. Pardon, excuse-moi. On critique pas les marques. Voilà, je suis pas la cible. Voilà. C'est pas qu'on aime pas, c'est qu'on n'est pas la cible. C'est comme nos parents nous disent non, c'est pas dégueulasse, c'est juste que t'aimes pas. Mais dans le marketing, c'est pareil. On dit pas qu'on aime pas, on dit qu'on n'est pas la cible. C'est pareil, il faut toujours réagir comme ça. On n'est pas la cible. Maintenant, on va passer au niveau difficile. T'es prêt? Ok, alors là. T'en as juste un à deviner parce que en vrai, j'en ai trouvé que un qui était très difficile. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, je suis mort, je l'ai pas. 100%, je l'ai pas. Ok. Ou peut-être que pour toi, il sera super facile. Je sais pas. Les gens, dites-moi aussi dans les commentaires si celui-là vous l'aviez trouvé ou pas. Que je sache si je fais des jeux beaucoup plus difficiles ou pas. Ok, t'es prêt? Je suis prêt. Newt. Newt. Alors ça, c'est pas... Non, ça, je refuse. Je refuse, c'est pas un slogan, ça. Newt, c'est un mot. Un slogan, c'est pas un mot. Un slogan, ça peut pas être un mot, parce que ça se dépose. En l'occurrence, c'est un mot. Alors là, Newt. Bon, j'avoue, c'est pas français. Je l'ai pas. Alors, ça vient, je te donne un indice, ça vient des pays du Nord. Un des pays du Nord. Newt. Et c'est une marque qui est quand même assez connue. Non, c'est pas Ikea. C'est pas Ikea du tout. Bah, en fait, si, c'est Ikea. Attends, quoi? Newt, attends, ça veut dire quoi? C'est quoi la traduction? Apprécié. D'accord. Et en effet, c'est un slogan. Là, pour le coup, c'est un slogan. On est sur un slogan, vu que ça fait partie d'une campagne marketing, visiblement. Ikea... Et c'est en 2011, d'accord. Attends, je vais regarder ça après, moi. Elle me donne des trucs, voilà. Elle me donne des ressources, des choses à observer, des choses à regarder. Comme quoi, le mec qui parle des marques est la plus grosse imposture. Il aurait dû connaître Newt en 2011, fait par Ikea sur une campagne suédoise. Non, je suis trop nul à ces jeux-là. Je suis trop nul à ces jeux-là. Comme on dit, non, c'est quoi l'expression? Les cordonniers sont toujours mal chaussés? Non, attends, c'est quoi? Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'ai un branding. j'ai un branding nul. J'ai un branding nul, moi. Voilà, c'est le mec. Non, moi, j'aime bien ton branding. Ah, yes. Bah écoute, je pense que tu t'es pas mal débrouillé. Non, j'étais sacrément bidon. Non, arrête, t'as eu juste, je crois, deux... Bah, en même temps, le Newt, il était difficile. Le Newt, mais je suis désolé, il faut l'avoir, le Newt. Hein. Je vais regarder la campagne après, mais... ça, t'as eu quasiment tout bon. T'as juste Fanta, mais c'est tout. Ouais, Fanta, en même temps, pas mal. C'est donner votre langue au fun. Mais ouais, je suis pas fan du truc, mais bon, je suis pas... Voilà, hein. Je suis pas exécutif créative chez Fanta, hein, donc je ne vais pas me permettre. Il y a sûrement des raisons, et des raisons tout à fait logiques. Mais je me demande si vous connaissiez vous aussi, hein, parce que bon, si on connaît pas, c'est peut-être parce qu'il y a une raison aussi, parce que c'est nul, c'est le mec qui est mauvais perdant. Le rageux, quoi. Le rageux. Mauvais perdant de fou. Maintenant, on va passer à l'instant pratique, où on va expliquer un petit peu plus
ce que c'est le branding, mais Ok, cette fois, on va on va encore analyser des marques pour que ce ok, soit beaucoup plus concret. parfait. Du coup, est-ce que tu peux me donner un ou des exemples de marques qui ont réussi à se démarquer grâce au branding et du coup, vraiment m'expliquer pourquoi ces marques-là ont réussi? Ouais, alors je vais prendre le meilleur exemple celui qu'on a parlé tout à l'heure, qui est Liquid Death, parce que en fait, pour moi c'est le meilleur exemple, parce qu'on est dans un marché qui s'appelle l'eau minérale, qui est un marché qui est bondé par des acteurs qui sont là depuis des centaines d'années, qui sont bien instaurés et enfin, on vend de l'eau, donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'on peut apporter de plus que de l'eau dans une bouteille? Ben, eux, ils se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de marketing? Ben, on peut faire ça dans de l'aluminium plutôt que dans du plastique. Donc ça, déjà, c'était leur réflexe marketing, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut Mm. arriver en changeant le produit, en faisant du coup un produit écolo, ou du moins qui gaspille moins, qui pollue moins. Ok, super. Donc derrière, ils ont construit toute une logique derrière branding autour. Donc ils ont créé un branding qui est à la fois vachement engagé par rapport à l'environnement, parce que du coup, ben, ils mettent vachement ça en avant, le fait que ce soit dans l'aluminium, le fait que ça pollue moins, le fait que c'est plus facilement recyclable. Et aussi derrière, ils ont construit un univers rebelle. Pourquoi rebelle? Parce qu'ils sont face à des géants de l'industrie. Ils sont face à des mecs qui sont là, comme je vous dis, depuis des années, qui contrôlent tout, qui ont toutes les parts du marché. Du coup, comment est-ce que tu fais quand ils ont tous toutes les parts du marché? Comment est-ce que tu te démarques? Ben, il faut se démarquer en ayant un branding authentique. Et du coup, ils ont décidé de jouer un peu les rebelles, les troubles faits, parce que justement, en phase 2, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une industrie qui est littéralement aussi plate que l'eau. C'est plat. C'est des packaging plats, c'est une communication plate, à part Evian, qui a toujours eu un univers assez bien distingué par rapport à toute cette question de fontaine de jouvence, cette question de rajeunissement, un truc un petit peu Mm. fun, mais toujours très familial, très friendly, très grand public. Mais les Koudef, ils se sont dit, nous, on va faire tout le contraire de ça. On va créer une marque d'eau dans des canettes qui ressemblent à des canettes d'alcool que tu peux te retrouver en festival de rock et de métal, perdu au milieu de la Slovénie. Tu vois. Genre, un truc ultra niché qui se moque des codes de l'eau minérale, qui se moque justement de ce côté familial, de ce côté friendly, de ce côté Mm. grand public, et qui joue sur les limites. Ils ont une mascotte qu'ils ont créée, justement pour représenter tout ça, qui s'appelle The Executioner, donc le bourreau. Et le bourreau, littéralement, il coupe la soif des gens. Et comment est-ce qu'il coupe la soif des gens? Ben, il leur coupe la tête. Alors vous allez dire, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est dans une logique de cartoon, hein, si vous aimez South Park, si vous aimez tous ces shows un peu trash, un peu border, mais justement, la marque, elle est faite pour vous. Elle n'est pas faite pour Mm. la mère américaine très puritaine qui, elle, achète du Aquafina, qui est une marque américaine, qui achète du Aquafina à longueur de journée. Elle en a rien à foutre de Liquid Death, justement. Elle veut absolument pas. Du coup, ils ont tout Ouais. compris. Ils se sont dit, comment est-ce que je réponds à un problème dans l'industrie de l'eau? Ben, il y a un problème, c'est lequel? C'est celui des bouteilles en plastique qui polluent énormément chaque année. Quelle solution on apporte? De l'eau, mais en canette, et en canette d'aluminium qui est beaucoup plus facilement recyclable dans tous les pays du monde. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire un branding autour qui est rebelle. Rebelle pourquoi? Ben, parce que on est là pour lutter contre les pollueurs, donc les grands noms, et aussi contre leur Mm. branding qui est chiant à mourir. Nous, on veut un petit peu réveiller tout ça. L'eau, c'est pas juste une question de on s'hydrate. L'eau, ça peut aussi être fun. On n'est pas obligé de boire de l'alcool ou de boire du soda et se niquer la Mm. santé du coup pour être fun et paraître cool. L'eau aussi peut être cool. Et justement, tout ça, c'était leur mission. Donc, double truc. On est engagé socialement au niveau de tout ce qui est problème de santé vis-à-vis de l'alcool et des sodas. Et on est engagé environnementalement face à tout ce qui est plastique. Mm. Donc, donc tout ça, il le montre au travers d'un branding qui est rebelle. Et c'est le meilleur exemple de branding possible, parce qu'on est dans une industrie, encore une fois, qui est bondée et qui est platonique, qui est tout simplement platonique, qui n'est pas Ouais. une industrie qui est connue pour son branding. Maintenant, je Mhm. voudrais que tu nous donnes un exemple de marque qui a complètement raté son branding. Alors, à une époque, je t'aurais dit le slip français, quand ils ont fait leur rebranding, j'avais trouvé ça terriblement laid, parce que je trouvais le contraste des couleurs euh, bah, il marche pas. Tu vas sur contraste, compare contraste, machin, les sites comme ça, tu vois que le contraste des couleurs, il est pas bon. Sauf qu'en fait, derrière, tu te poses la question et tu te dis,
Ok, pourquoi ils ont fait ça? Je veux dire, ça peut pas être grossier. On est quand même sur une DNVB qui est évaluée à plusieurs millions d'euros. Les mecs, ils ont été entourés d'une agence. Il y a un choix stratégique. Si ça a été validé par 46 milliards de personnes dans l'entreprise, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Et je veux dire, il y a rarement un branding, même jamais un branding qui est volontairement mauvais. Ça n'existe pas. Je veux dire, tout ça, c'est bel et bien réfléchi pendant des mois. Ah, mais bien sûr, les coûts que c'est, rien que les coûts d'agence pour certaines marques, où on est sur plusieurs dizaines de millions d'euros, plusieurs centaines de millions d'euros. Tu te rappelles du coup de Tropicana, quand ils ont changé le branding de leur bouteille de jus d'orange. C'était juste leur packaging en plus. Donc imagine. Juste le packaging. Juste le packaging. Pas le branding. Les coûts. Non, ils avaient changé le logo. Ils avaient changé le logo aussi. Ils en avaient profité pour changer le logo. Ah oui, je me rappelle. Putain, oui. Oui, ils avaient tout changé un peu ça. Et je crois, les couleurs, non, je crois que c'était les mêmes, mais ils avaient changé le logo. Et c'était un échec de fou. Ouais. Même ça, tu penses c'était genre un plan calculé pour faire parler d'eux? Oui, c'était calculé parce qu'on était ils ont perdu pas mal de thunes quand même. Bien sûr, on était en 2012. Des millions. On était en 2012, c'était là où on commençait à avoir la mode du minimalisme qui commençait à arriver dans les marques. On avait l'ère des années 2000 avec des logos en 3D, avec des ombres portées, avec des trucs comme ça où c'était vraiment grossier. Enfin, aujourd'hui, on pense que c'est grossier, mais à l'époque, on était en mode waouh, c'est génial, les gars, c'est trop bien. Mais les années 2010, ça a été les années minimalisme, pardon. Maximalisme, c'est plutôt les années 2020. Minimalisme, on a eu 2010, on a eu les années minimalistes. Et 2012, forcément, toutes les marques, et un peu corpo comme ça, elles se sont dit attends, merde, il y a un coche à prendre là, il y a un truc à prendre. Il faut qu'on soit tous minimalistes pour que notre truc soit le plus lisible possible, pour qu'on puisse nous reconnaître directement. Sauf que forcément, qui dit minimalisme, souvent dit malheureusement manque de personnalité. Et c'est un petit peu le problème, c'est que beaucoup de marques tombent là-dedans. C'est le phénomène que l'on observe chez les marques de luxe, qui est la blendification. Donc on a le branding, on a le blending. Blend dans le sens chiant à mourir. C'est creux. Parce que tu prends tous les logos des marques de luxe aujourd'hui, ils se ressemblent tous. Dans un souci de les gens ont une perception du luxe, ils en ont qu'une seule. Ils ne peuvent pas avoir plusieurs perceptions du luxe. Donc forcément, si tu veux être une marque de luxe, il faut que tu aies un logo sans sérif, avec un espacement des lettres d'au moins 40%, pour que ce soit vachement lisible, et il faut que ce soit juste un nom. Donc tous ces choix-là étaient logiques. Hein. Après, forcément, derrière, en termes de capital de marque, c'est un problème. C'est un problème parce que le capital de marque, dedans, il y a toute la perception, et forcément, si tu ressembles à tous tes concurrents, mais t'as perdu le jeu du branding. Donc, tu me disais des mauvais exemples de branding. Prenez n'importe quelle marque, n'importe quelle industrie où les marques se ressemblent toutes. Ben là, c'est carton rouge pour tout le monde. C'est carton rouge pour tout le monde. Je veux dire, le branding, c'est fait avant tout pour se différencier. Martino Meyer dit que le branding, c'est l'art d'être radicalement différent. Radicalement différent. Sauf que c'est rigolo, mais sauf que si tout le monde part vers cette radicalité-là, la radicalité va devenir la nouvelle norme. Ce qui fait qu'en fait, le minimalisme va devenir la nouvelle radicalité. La radicalité, c'est pas juste une question d'être all over the place, waouh, trop bien, il y a plein de couleurs, il y a plein de trucs. La radicalité, c'est juste être différent de ce qui se fait aujourd'hui. C'est tout. Maintenant, on va passer à l'instant tips. Tu vas nous donner des conseils pratiques à appliquer si on veut avoir un super branding. Ok. Du coup, ma première question, c'est comment tu peux créer ton identité de marque, plutôt ton branding en tant que marque. Et ensuite, en tant que créateur de contenu, je pense que ce serait aussi intéressant. Ok, alors moi, j'ai une méthode que j'applique pour les deux, en fait. Parce que, encore une fois, à l'image de Steve Jobs, à l'image d'Elon Musk, les marques corporate et les marques personnelles sont censées s'alimenter. Que vous soyez une marque corporate classique avec un CEO à sa tête, ou que vous soyez un créateur de contenu, vous avez deux marques à gérer. Vous avez vous, en tant qu'humain, donc votre marque à vous, et vous avez votre entité. Moi, par exemple, je suis Maxime Coutin, et j'ai comme marque Brands by Max. Je dissocie les deux, mais à la fois, les deux s'assemblent. Je veux dire, moi, la manière, en tant que Maxime Coutin, dont je m'exprime, n'est pas la même quand je m'exprime avec mes proches
et quand je m'exprime au travers de Brands by Max. Et ça, c'est vachement important. Pour nous, ça nous paraît anodin, ça nous paraît logique, mais forcément, je parle pas de la même manière que je parle à des inconnus, que je parle à des... Sauf que c'est une logique branding. Parce que je parle pas non plus de manière extrêmement spontanée et naturelle quand je suis en train de m'exprimer sur Brands by Max. Ça veut pas dire que je suis fake. Ça veut dire que je me mets dans une posture, la posture que je veux donner aux gens. Ça fait partie de ma personnalité, d'une partie de ma personnalité, mais c'est ma posture. Donc, mes conseils, c'est pour ça que je dis que je rassemble les deux, mes conseils, c'est pour l'un ou pour l'autre, commencez par travailler votre stratégie de marque, ensuite votre identité verbale, ensuite votre identité visuelle, et ensuite votre marketing. Dans cet ordre-là. Pourquoi ? Pourquoi pas le marketing en premier ? Pourquoi pas travailler le produit en premier ? Vous pouvez le faire, si vous voulez. Ça, généralement, c'est ce qui se passe, hein, quand on a une idée de business, on pense d'abord à un produit avant de penser à une marque. C'est logique. Mais le truc, c'est que si vous pensez directement à un produit et que de ce produit, vous créez une marque, en fait, votre marque va être un petit peu piégée et un petit peu cantonnée à ce produit. Ce qui fait que si vous sortez de nouveaux produits, qu'est-ce qui se passe ? Je reprends le slip français. Le slip français, il s'appelle toujours le slip français. Sauf qu'ils vendent plus que des slips. Alors, ils ont gardé le nom parce qu'ils sont extrêmement connus. Sauf qu'ils sont un petit peu coincés avec ce nom-là. Ils ont un nom vachement cool, vachement authentique. Mais le problème, c'est que c'est un peu à la fois un boulet pour eux, parce que peut-être qu'ils ont du mal derrière à se démarquer sur d'autres vêtements. Mais moi, ce que je conseille, c'est de faire l'inverse. C'est d'abord créer une marque, donc c'est stratégie de marque en premier. Quelles sont vos fondations ? C'est-à-dire pourquoi vous faites ce que vous faites, au-delà de l'argent, c'est votre raison d'être. Où est-ce que vous souhaitez aller ? C'est votre vision. Qu'est-ce que vous faites pour justement aller dans cette direction et être en raccord avec ce que vous êtes et ce pourquoi vous faites cette chose-là. Donc ça, c'est votre mission, c'est ce que vous faites au quotidien pour les atteindre. Et derrière, vos valeurs. Ça, c'est vos fondations. Derrière, vous mettez au clair vos cibles, votre client rêvé. Donc là, on est sur votre cible branding, donc on est vraiment sur celle qui vraiment va vous acheter quoi que vous vendiez. Genre vraiment, c'est vos fans. Ce sont vos fans. En théorie, c'est la cible voulue. Derrière, vous travaillez votre marché. Vous allez benchmarker. C'est-à-dire faire un benchmark, c'est analyser le marché. Donc vous allez tout simplement prendre des concurrents et voir un peu ce qu'ils font. Voir ce qu'ils font en termes de marketing, mais surtout de branding. Donc par exemple, ok, je suis dans l'industrie des assurances. Eh bien, toutes les assurances ou presque utilisent énormément de bleu. Ok, donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ces milieux-là. Est-ce que moi, je peux me différencier en utilisant une autre couleur et en communiquant une autre vibe ? Donc ça, voilà, vous analysez les codes, les points de parité, donc vos ressemblances avec le marché, enfin les ressemblances dans le marché, et les points de différence. Qu'est-ce que, par exemple, ce concurrent fait mieux que tous les autres ? Qu'est-ce qui est différent dans son branding ? Derrière, vous allez vous positionner. C'est-à-dire que vous allez vous prendre votre territoire de marque. C'est-à-dire la manière, l'espace que vous utilisez, que vous avez dans l'esprit des consommateurs. Cette marque de voiture-là, c'est une marque de luxe pour les sportifs et pour les kékés. Cette marque de voiture-là, c'est la marque de voiture pour les familles, pour les citadins, pour la sécurité. Deux perceptions différentes. Ils vendent toutes les deux la même chose, une voiture. Sauf que c'est pas la même voiture et c'est pas la même perception, c'est pas les mêmes clients. Vous, où est-ce que vous vous situez entre les deux ? Après avoir fait ça, vous passez à votre personnalité. Vous passez à votre storytelling, vous passez à votre tonalité, votre ton de voix, vous passez à vos messages clés, en rapport bien sûr avec toutes les fondations qui ont été faites juste avant. Vous passez aussi du coup derrière votre identité visuelle, après l'identité verbale et la personnalité, mais il y a l'identité visuelle, c'est à quoi vous ressemblez. Donc que vous soyez un créateur de contenu ou que vous soyez une marque, vous allez pouvoir avoir un logo, mais si vous êtes un créateur de contenu, peut-être que vous n'allez pas avoir de logo, et c'est pas un problème, hein, parce que c'est pas juste ça, une identité visuelle. Une identité visuelle, c'est aussi une imagerie, c'est une photographie. Si vous faites du contenu vidéo, comment est-ce que vous voulez être perçu ? Est-ce que vous voulez être perçu comme, avoir un contenu ultra professionnel ? Donc ça veut dire une caméra à 3000 balles où vous pouvez vous filmer avec une lumière un petit peu tamisée, dans un endroit assez sombre, pour créer une ambiance cosy. Ça, c'est une identité visuelle. Ça fait partie de l'identité visuelle. Il n'y a pas de logo, il n'y a pas de couleur, mais il y a la photographie, il y a l'imagerie, et ça compte aussi. Que vous soyez corporate, encore une fois, ou que vous soyez une marque personnelle. Et derrière, marketing. Très bien. Simple. Maintenant que je sais tout ce que je suis, et ce à quoi je ressemble, donc mon identité de marque et mon identité visuelle, maintenant que j'ai tout mon branding, tout défini, comment est-ce que je me vends ? Donc, là, j'ai tout fait. On résume en 2 secondes. Super, ouais. Là, je pense que tu as fait... Stratégie. Vas-y, résume. Stratégie. Ouais. Donc, stratégie de marque, vos fondations, votre cible, votre positionnement. Votre identité visuelle,
et verbale. Donc, votre personnalité, votre storytelling, votre tonalité de voix, vos messages et votre identité visuelle du coup. Et derrière, le marketing, votre produit, à quel prix, où est-ce que vous le vendez et de quelle manière. 3 étapes. C'est assez Je clair. pense que tu as donné beaucoup plus de tips que ce que j'aurais imaginé en fait. Ah, mais je peux en donner plein d'autres si tu veux. Hein. Je Merci. pose des questions, je donne des tips. Hein. Non mais garde des trucs pour toi quand même. On va passer à l'instant gossip. Ok. En gros, je vais te demander de me parler d'une histoire de marque qu'on ne connaît pas forcément ou qui a été un petit peu oubliée. Ça peut être une histoire embarrassante, ça peut être un scandale. Bref, que du gossip. Ouais. Donc, à toi de jouer. On parlait de Fanta tout à l'heure. Je vais reprendre Fanta parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps. Il y a eu quelque chose qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas si vous êtes au courant. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale? Forcément, il y avait ce qu'on appelle l'Allemagne nazie. Donc, l'Allemagne nazie, du moment que les États-Unis sont rentrés en guerre avec l'Allemagne nazie, toutes les marques qu'il y avait en Allemagne nazie, américaines, se sont retirées du marché, logiquement. Et du coup, quelle marque il y avait à cette époque-là? Il y avait Coca. Coca qui, dans les années 30, avait fait une grosse percée en Europe. Et donc, forcément, quand on vient la guerre, Coca, ils ont fait, on se casse, on est obligé de se casser. Sauf que le mec qui contrôlait Coca en Allemagne, il s'est dit, merde, j'ai plus Coca. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais créer mon propre soda. Du coup, il a commencé à créer un soda qui est une recette radicalement différente de Coca, parce qu'en fait, il s'agissait de l'ancienne recette de Fanta. Parce qu'en fait, il s'agit de Fanta. En fait, il a créé Fanta en allemand, qui veut dire fun. Et du coup, enfin, fantasy, qui veut dire fantasy, donc plutôt fantasy dans le sens fun. Et du coup, il a créé Fanta, sauf que Fanta, vu qu'on était en pleine guerre, qu'on était dans un souci de propagande et de guerre à tous les niveaux, Fanta a participé forcément à l'effort de guerre en promouvant sa marque au travers de l'homme nazi, de l'homme vaillant qui part au combat face aux Américains, de la même façon que Coca-Cola l'a fait avec l'US Army. Hein, je veux dire, t'as des documents déclassifiés qui parlent de l'impact que Coca-Cola a eu sur le moral des troupes, sur l'opinion publique vis-à-vis de la guerre, aussi de la guerre au Vietnam, hein, c'était pas que la Seconde Guerre mondiale. En fait, les marques, forcément, en temps de guerre, jouent un rôle de propagande, qu'il soit volontaire ou non. Fanta, ils sont juste nés d'un boycott, d'une guerre et d'un embargo, qui a fait que forcément, du coup, ils ont créé leur propre branche. Et derrière, ils ont participé plus ou moins consciemment à ça, en fait. Enfin, plus ou moins consciemment à cette propagande-là. Donc on peut dire, de manière extrêmement résumée et simple et un peu clickbait, que Fanta est une marque née du nazisme. Voilà. Alors bon, c'est pas si simple que ça, mais en gros c'est ça l'idée. Mais après, il y a eu un truc qui est assez rigolo, c'est que c'était en 2015, pour les je ne sais pas combien d'années de la marque, là, ils ont sorti une publicité, ils ont sorti une campagne en Allemagne où ils sortaient en fait un nouveau goût qui rappelait le bon temps. Ouh là là. Sauf que non, bon, ça pue déjà. Ça pue. C'est-à-dire que on comprend qu'ils veulent pas dire le bon temps, voilà, l'Allemagne nazie. Mais sauf que, étant donné l'historique indéniable de la marque, tu peux pas te permettre de parler de bon temps vu que ton historique fait écho aux heures les plus sombres de l'humanité. Du coup, je vais te demander, est-ce que Fanta a communiqué là-dessus à un moment donné ou un autre? Non, ça enterre assez, justement. Alors, par contre, en 2015, le CEO s'est promptement excusé en avouant que c'était maladroit et il l'a très rapidement fait. Donc, communication de crise assez exemplaire, mais bon, ça aurait jamais dû sortir. Parce que sûrement quand ils font référence au bon temps, ils parlent sûrement du bon temps des années 60 ou 50, je ne sais plus, quand la recette Fanta a changé pour la recette actuelle, et qui a été faite par un Italien. Et donc forcément, je crois qu'il parlait probablement de cette période-là. Il parlait pas de l'Allemagne nazie. C'est des fois quand tu commences à fouiller vraiment l'historique d'une marque, tu tombes sur des trucs. C'est juste hallucinant. Même l'histoire actuelle de plein de marques. T'as des marques qui enchaînent les scandales sur scandale sur scandale sur scandale. Ça mérite d'écrire des bouquins entiers dessus, quoi.
Bah voilà, tu sais quoi faire si jamais tu as du temps. Allez, hop, on va Je écrire pense que ça peut être très on va intéressant. écrire des bouquins. Ok Max, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci pour cette interview, merci d'avoir été le cobaye de ce nouveau format. Yes. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment les gens peuvent te contacter s'ils ont besoin de toi et pour quelles raisons ils te contactent et sur quel réseau on peut te suivre? Bah, déjà, merci à toi, avant toute chose. Merci à toi de m'avoir invité. C'était grave cool. On a énormément parlé et j'aurais pu encore parler pendant des heures parce que je kiffe parler de ça. Après tout, je suis le mec On fera qui une parle partie des 2. marques. Ouais, la partie 2. Go, go la partie 2. Où est-ce que les gens peuvent me joindre? Ben, sur Instagram, principalement, @brands by Max, donc tout attaché. Et qu'est-ce que je fais? Comme je disais, je parle des marques et je vous aide aussi à recréer la vôtre si vous avez des problématiques de branding et de marketing en tout genre, que ce soit au niveau de la stratégie, de l'identité visuelle et du marketing. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai Et une est-ce que tu formation. t'occupes aussi des créateurs de contenu Ouais, ou bien sûr. genre du personal branding? Bien Ouais? sûr, bien sûr, je fais les deux. Ok. Encore une fois, pour moi, C'est bon à savoir. j'utilise des méthodes qui, enfin la même méthode que j'ai créée et peaufinée, qui marche tout à fait pour les deux. Alors je le fais un peu différemment forcément parce que c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes problématiques, mais c'est souvent forcément la même manière d'aborder le branding. Parce que le branding c'est universel et du coup oui, j'aide les créateurs de contenu et autres entrepreneurs Ok. pour leur personal branding et j'ai notamment une formation qui vient de sortir qui s'appelle Nouveau Départ qui justement en fait est faite pour à la fois les marques classiques / corporate et les marques personnelles justement. Super. Bah écoute, je mets tout ça en description, comme ça, si jamais ça vous intéresse, tout est là. Merci beaucoup. Ok. Bah écoute, Max, je te dis à bientôt À bientôt, et hein. je te souhaite tout le meilleur du monde. Mais toi aussi, oui, toi aussi, entre la Thaïlande et C'était une fin pourrie, je savais pas quoi dire, mais je te souhaite vraiment, je te souhaite vraiment plein de bonheur, enfin plein de. Tu vois, ici c'est la fin de journée, je suis complètement tu KO. m'étonnes, mais oui, en même Mais temps, en même temps, qu'est-ce que tu fais je au te souhaite Japon? une bonne continuation. C'était ça le mot. Mais merci énormément, Je te merci. souhaite une bonne continuation et ta formation, je sais qu'elle est, tu viens de la sortir, donc écoute, j'espère que tout se passe bien de ton côté. Très bien. Et voilà, j'espère que tu reviendras vite aussi sur l'instant marketing. Avec plaisir, avec grand plaisir. Partie 2, vite. Allez, ciao. Ciao. J'espère que tu as kiffé cette interview et que tu as appris plein de choses sur le branding. Si tu veux revoir certains passages spécifiques, parce que je sais que la vidéo est super longue, tu peux voir les chapitres en bas, je te les ai mis. Enfin, je te les ai mis. C'est plutôt Riverside qui a créé les chapitres automatiquement. L'IA a déjà créé et titré tous les chapitres de la vidéo. Bien sûr, tu peux modifier, adapter si besoin, et tu peux même changer l'ordre. Par exemple, si je change d'avis et que je veux mettre le quiz au début de la vidéo, j'ai juste à sélectionner le chapitre et à le bouger. Et c'est tout. La vidéo est déjà automatiquement modifiée, les sous-titres avec, bref, t'as rien d'autre à faire. Quand je te disais que Riverside c'était plus qu'un outil pour filmer, je déconnais pas quand même. Bref, fonce essaie tout ça, moi ça me facilite clairement la vie, donc je pense que pour toi ce sera pareil si tu es aussi créateur de contenu. Et oublie pas, t'as moins 15% avec le code l'Instant Marketing. Encore une fois, tout est en description. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi et à bientôt.